Vous êtes une analyste, que vous nous parlez depuis Kiev, et je vous laisse aussi donner le titre de votre intervention. Je remercie beaucoup pour cette invitation à la parole et aux échanges. Je commence par mon titre, c'est Traumatisme, ce néologisme de Jacques Lacan. Le traumatisme comme la matière du changement et la récréation. Et je commence par le Covid comme la chose en soi qui a déjà occupé sa place dans les champs du discours. Cela se produit comme en tournant vers une nouvelle aggravation de toutes les contradictions, sans oublier une nouvelle vague de la migration numérique de masse. Les limitations des contacts tangibles nous obligent à explorer de nouveaux espaces, de nouvelles voies de sublimation, mais tout en restant physiquement sur place. De nouveaux nomades ne sont pas en galop sur un cheval, mais nous avons tous une chaise ou un fauteuil confortable. Et nos relations sont maintenant beaucoup plus intégrées dans les médias et structurées par des logiciels. Sans exagérer, c'est un moment historique, comparable peut-être à la révolution industrielle. En termes du rapport avec le corps, les machines du côté hard et des gadgets, ils peuvent changer l'organisme. Au moins notre posture, les doigts, parce qu'on est tout le temps en train d'imprimer quelque chose, et même les yeux, car on regarde tout ça par des écrans. Et sans parler des gizmos, des lunettes virtuelles, des prothèses corporelles. Quant au côté soft, les logiciels changent inévitablement aussi nos habitudes mentales et la perception du corps propre. En absorbant des éléments de langage de programmation. Do you always look at it and code it? Well, you have to. The image translators work for the construct program. Tous ces patchs, frameworks, ainsi de suite, on met en question la structure même de la pensée au sens d'une langue traditionnelle. Cependant, ce changement global dans l'esthétique des relations humaines nécessite pas l'arrivée de la nouvelle éthique. Par exemple, en ce moment, juste à cette seconde, nous participons tous à un événement en ligne qui annonce une démocratisation radicale du discours universitaire. C'est tellement admirable que même un peu scandaleux, on peut dire. Mais l'effet secondaire d'une telle liberté est le fait d'être dans un cocon numérique individuel, avec l'escalade inévitable du discours capitaliste pour chaque internaute. Est-ce plutôt mal ou plutôt bien? Ici, il s'agit d'un processus très complexe au niveau des changements systémiques. Mais à quel prix entre-t-on dans cette présomption nomade? Laure l'a déjà mentionné Slavoj Žižek, mais on peut aussi mentionner ici Gilles Deleuze, ou c'est comme vous voulez. De toute façon, sommes-nous déjà face à une nouvelle barbarie dans le monde après Covid? Et la question est, quelle est l'essence principale de l'insatisfaction à l'égard de la culture? C'est la question freudienne. Dans la partie précédente du cycle économique, le refrain était l'appel à profiter de la globalisation. Planifier à court terme, consommer et voyager beaucoup. Et en cours de l'avènement de la pandémie, l'agenda a radicalement basculé. Il faut désormais maintenant vivre enfermé, économiser et limiter tous les contacts externes. Une telle adaptation était, et elle reste, une question très difficile qui est multipliée par la complexité de la crise de surproduction du contenu en ligne. C'est ce que nous sommes aussi en train de faire pour le moment. D'abord, les sujets ont dû se soumettre au court contexte. Et puis, la période de suspension a duré plus d'1 an. Par exemple, on peut parler des traumatismes dans la panne de la vie habituelle et des tentatives de saisir ces bouts de réel insaisissables qu'apporte le Covid. Le premier procès de la défense, on le sait bien, l'arrêterait et le clivage. De plus, il y a beaucoup de pressions et des contrôles gouvernementaux pour appliquer ces restrictions. Les gens s'adaptent, plus ou moins, bien sûr non sans difficulté, mais ce n'est pas ça qui est le pire. Dès qu'un vaccin sera trouvé, l'attrait général du discours courant changera à nouveau vers son contraire. Il faudra encore une fois surconsommer pour restaurer des secteurs entiers de l'économie. C'est comme un bout d'un métal durci, soit déchiré par un brusque changement des températures. Et pourtant, dans les versions de la réalité post-Covid, en plan de redémarrer ce Brave New World, la représentation de soi semble être plutôt perplexe.
Je donne ici un exemple très approximatif avec des ordres opposés. C'est le fameux double bind, par ce que constitue le paradigme d'avant Covid et après Covid. Si le sujet accepte un tel clivage et régresse dans ce semblant de downshifting, il lui sera difficile de se réadapter à nouveau à un rythme différent après Covid. Car après tout, la régression se réfère à la réduction de la complexité de la sublimation, à la simplification de l'activité culturelle vers un pain et des jeux de l'antique Rome, c'est-à-dire pour le moment le pizza et Netflix. Ce n'est pas encore l'option la plus pessimiste, car une rupture douloureuse pousse le sujet vers la réévaluation de soi-même, de son environnement et à la recherche du sens après coup, souvent en vain. Et dans ce cas, tout le traumatisme dû au confinement se referme autour d'un trou augmenté de la jouissance mortifère qui échappe à l'interprétation. Il faut donc noter la résistance non seulement du sujet, mais aussi du discours lui-même. Et c'est là que la principale malaise du Covid à l'égard de la culture est en train de se jouer. Il y a aussi la question des classificateurs, par exemple le classificateur type DSM, et on verra si on va ensuite ajouter à ce système DSM une nouvelle entité, intitulée par exemple, je ne sais rien, trouble mental dû à Covid, par exemple, avec la réviviscence des souvenirs, le sentiment d'étrangeté, de déréalisation, qu'on décrit souvent en clinique comme le sentiment de ne pas être le maître de son propre monde. Un carnage psychologique boulot-dodo, maintenant même sans métro. On peut essayer d'esquisser le cercle des idées fixes, constitué des sentiments que le monde est devenu laid, infecté, menaçant, que le monde rétrécit. Et outre ce bouclage, c'est aussi l'appauvrissement du système des projections et introjections. Et l'enjeu ici est de ne pas rester le prisonnier de son passé en tant qu'une mémoire rigide, structurée par un fantasme effrayant, vis-à-vis à l'immensité de cette expérience. Mais heureusement, si on peut dire comme ça, heureusement, la psychanalyse avait accumulé une profonde et large compréhension des traumatismes et des névroses d'après-guerre. Donc, on peut recourir ici, entre d'autres, vers une métaphore économique du procès kafkaïen. Et comme Sigmund Freud le démontre déjà dès premières topiques, dans son fameux travail Witz, les destins pulsionnels sont représentables des points de vue économiques et dynamiques, quand on parle de la répartition d'une énergie quantifiable d'ordre pulsionnel. Et si on utilise la métaphore économique freudienne pour cette représentation de la psyché en tant qu'une entreprise, nous pouvons imaginer un patron qui ne se jouit que des rapports optimistes. Il se met en colère quand on envisage des problèmes. En conséquence, l'entropie s'accumule au point où le personnel commence à travailler pour un faux rapport, en but de cacher les moindres insuffisances. Et ce processus de sacrifice des ressources à la jouissance, qui est au-delà du principe du plaisir, va jusqu'à la transformation en une organisation totalement perverse et quasi non productive s'il s'agit du réel. Paradoxalement, une crise peut contribuer à améliorer la santé du système en tant que point de radicalisation de la demande et la cure. Dans ce cas, la crise devient parfois la seule issue pour se rendre compte de l'ampleur d'une telle bureaucratie interne de ce processus kafkaïen. Donc, la crise systémique est par excellence une grave opportunité à ne pas manquer. D'ailleurs, on le sait bien théoriquement grâce à Edgar Morin. La difficulté pratique ici est ce qui se joue dans le trauma, c'est l'incapacité de symboliser le réel traumatisant. Donc la crise, au lieu de sauver de l'excès de l'entropie, s'il ne crée pas le texte, mène pire. Jacques Lacan l'a ajouté dans l'instance de la lettre que ce soit à la relation de l'homme au signifiant que le sujet est capable d'entrevoir les changements dans sa propre vie. Donc, c'est peut-être que la psychanalyse est le seul discours qui peut être le principal moyen d'envisager les ruines en complexité, non seulement quand les pertes irréversibles, en cause de la mélancolie, mais aussi comme des opportunités surprenantes.
Et ici, ne seront peut-être pas trop optimistes ceux et celles pour qui la crise se transforme en un tel phénomène de la mythologie grecque comme ponos, le travail important. Pour rappeler un tout petit peu, ponos, il n'est pas mentionné peut-être chez Robert Graves, mais pourtant, d'après Hesiode, Ponos est la divinité de la peine et du dur labeur. Il est le fils d'Eris, de la discorde, ainsi que d'autres douleurs personnifiées, notamment comparables au chevalier d'Apocalypse. En ce sens, Ponos est aussi l'opposé des exploits d'Héracle. Bien que ces deux types de travaux sont déterminés par l'hypostase féminine vengeresse, c'est la Covid qu'on l'imagine souvent comme ça, souvent dans le fantasme, ça s'ouvre dans la clinique. Mais les exploits mènent à la libération et à l'individuation symbolique, tandis que le travail dénué du sens subjectif conduit à la peine et à l'oubli. Et d'ailleurs, dans la tragédie de Sénèque, l'Édipe est accablé des Ponos dans son exil. Donc, Ponos peut être opposé à l'acté, aux heures du travail perçues comme restauration et plaisir, soit au techné, la fabrication, mais augmentée d'épistémé, du savoir noble. Et on revient ici au concept du travail congénital, dont on a parlé ici sur Zoom il y a quelques semaines avec des collègues. Mais si revenir ici à la question de Covid, parler du matière du changement, peut-être que c'est aussi la question de se permettre vivre les cycles qu'on perçoit dans la clinique du deuil pour assurer le Trauerarbeit, comme Freud le définit. C'est aussi la question de métaboliser les obstacles, de les faire maîtrisables. En cas si on est sécurisé internement, pour les collègues qui s'opèrent de l'école britannique, on peut préciser que ce que Melanie Klein appelait le bon objet interne, le sujet est capable de subir des fatalités traumatisantes. En quelque sorte, c'est une invitation à la bricolage créatif de son projet personnel. Mais il ne s'agit sûrement pas de la reconstruction du passé au juste, comme dans le mythe du remboursement, car on est en face au monde qui change. Et cette matière même du changement, prise comme une constante dans le cycle de vie des épargnes, peut bien être un élément de style de vie, un élément opérable, maîtrisable. Et ce n'est pas trop fantastique. Par exemple, dans l'ancien Sparte, avec le législateur Lycurgue, suivre le temps de la paix était beaucoup plus difficile que survivre le temps de la guerre. Et les occurrences cycliques des cataclysmes servaient plutôt d'une récréation fascinante. Mais avec des analysants, on parle maintenant plutôt d'une épreuve d'exploration. Si vous voulez, gamification en anglais. Quand le stress fait partie indissociable de la jouissance de vivre. C'est ce que le mythe hindou décrit sous le nom de lila, qui est dans une certaine mesure le but d'une danse spontanée divine. C'est que Wilfred Bion avait cherché à conceptualiser comme un changement mutuel d'éléments alpha et bêta, une expérience mystique. Et pourtant, en termes de toute théorie, plus ou moins exotique, il est clair que les changements exigent du sujet de la clarté d'esprit, de la patience, du dynamisme intérieur. C'est la capacité de créer littéralement à partir de rien, de la matière première, et de changer de manière flexible tout le temps les types d'activités. C'est le point de profiter de la récréation comme de la recréation, en recréant son monde, mais avec de nouveaux tournants. Mais si l'on veut vraiment raisonner en termes de traumatisme post-Covid, qu'on entend très souvent dans les réseaux psychanalytiques et d'autres collègues, disons collègues psy, on parle souvent du traumatisme. Il serait peut-être plus juste d'affirmer que le sujet en tant que tel, il subit un traumatisme constitutif, qui est l'existence du langage par rapport à l'objet du désir. Car Jacques Lacan a ici une approche très particulière aux sublimations et aux symptômes, c'est-à-dire la question de produire la dimension d'existence subjective. Dimension. Dont j'espère que nous pourrons encore parler en détail en janvier pendant notre rencontre suivante.
Bon, c'est un tout petit peu ce que je voulais cerner. Je vous remercie beaucoup de votre attention.